Ma belle-sœur m'appelle aux funérailles de ma mère pour garder ses 3 enfants, mais quand j'arrive chez elle, je dois appeler une ambulance, et maintenant ma belle-mère veut me poursuivre en justice. Ma mère était paralysée de la taille aux pieds et avait toujours souffert de plusieurs problèmes de santé, depuis aussi longtemps que je me souvienne. Son état nécessitait des soins constants et une attention permanente, ce qui représentait un lourd fardeau pour notre famille. Mon père travaillait comme chauffeur routier, il était donc souvent absent pendant de longues heures, parfois même plusieurs jours. Papa et moi faisions tout ce que nous pouvions pour que maman soit à l'aise et bien soignée. Cependant, la nature exigeante de son travail signifiait que je devais assumer une grande partie des soins moi-même. Nous avions une infirmière qui venait de temps en temps pour aider, mais pas assez souvent. Nous n'avions tout simplement pas les moyens financiers d'engager une aide à plein temps. Les rares fois où l'infirmière venait étaient un véritable soulagement, mais ces moments étaient trop rares. Cela me laissait donc avec la responsabilité de m'occuper de ma mère la plupart du temps. Chaque jour après l'école, je rentrais directement à la maison et je m'occupais de ses besoins. Qu'il s'agisse de l'aider avec ses exercices de kinésithérapie, de lui préparer ses repas, de l'accompagner aux toilettes ou simplement de lui tenir compagnie, c'était en soi un travail à plein temps. Il y avait tellement de jours où j'étais épuisé et dépassé, sachant que je n'avais aucun temps pour moi. Alors que mes amis sortaient s'amuser, moi je restais à la maison pour veiller à ce que maman aille bien. Elle était très dépendante et ne voulait même pas que je quitte sa chambre pour regarder la télé ou faire mes devoirs. Je devais m'asseoir à côté d'elle dans son lit pour finir mes devoirs, afin qu'elle ait l'impression de m'aider d'une manière ou d'une autre. Comme vous pouvez l'imaginer, au moment où j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, j'étais complètement vidé. Les années à tout concilier avaient laissé des traces. J'aimais profondément ma mère et je ne lui en voulais pas, mais la responsabilité constante pesait lourdement sur moi. J'étais épuisé physiquement, émotionnellement et mentalement. Malgré la fatigue, je savais que j'avais fait tout ce qui était possible pour rendre sa vie la plus confortable possible dans les circonstances. Quand il fut temps de choisir une université, j'ai délibérément choisi celle qui était la plus éloignée de chez moi. Je savais que si je choisissais une école plus proche, je serais forcé de rentrer chaque week-end pour continuer à m'occuper de maman. Je ressentais une profonde culpabilité à cause de ce choix, mais je savais aussi que je devais donner la priorité à ma propre survie et à ma santé mentale. Mes parents n'ont pas apprécié ma décision. Mon père, en particulier, insistait pour que j'abandonne l'université et que je prenne une année sabbatique. Il voulait que je postule dans des écoles proches afin que je continue à aider maman. Pendant ce temps, maman n'arrêtait pas de répéter qu'elle ne pourrait jamais vivre sans moi et que j'abandonnais ma famille au moment où elle avait le plus besoin de moi. J'ai riposté en disant que j'avais passé toute ma vie à vivre selon leurs règles et à assumer des responsabilités qui n'étaient pas typiques pour une personne de mon âge. Je leur ai dit qu'il était temps que je sorte vivre ma propre vie. Mon père m'a menacé de me couper les vivres si je ne l'écoutais pas. Dans un moment de colère et de frustration, je lui ai dit qu'il était temps qu'il assume la responsabilité de sa femme au lieu d'attendre d'une fille 2 fois plus jeune que lui qu'elle porte tout ce fardeau. Mes parents étaient furieux et ont clairement exprimé leur désapprobation. Maman a pleuré pendant des jours, me suppliant de reconsidérer ma décision. Jusqu'au jour de mon départ, elle n'a cessé de me demander de rester. Ces supplications m'ont fait douter de moi bien des fois, mais j'ai tenu bon, sachant que si je ne faisais pas ce pas, je ne vivrais jamais ma propre vie et je resterais piégé là-bas pour toujours. C'était l'une des décisions les plus difficiles que j'ai jamais prises, mais je savais qu'elle était nécessaire pour mon bien-être. Quand j'ai enfin emménagé dans ma chambre universitaire, j'avais l'impression d'être dans un état irréel. Je n'arrivais pas à croire que j'étais enfin libre des responsabilités qui avaient défini ma vie pendant si longtemps. La chambre, avec son lit simple, son bureau et son placard, symbolisaient un nouveau chapitre. Pendant mes études, j'ai essayé de garder le contact avec mes parents. Mon père, cependant, m'en a toujours voulu de partir. Nos conversations étaient généralement tendues. Il ne comprenait pas mon besoin de partir et s'accrochait à son amertume. Ma mère, en revanche, me manquait énormément. Avec le temps, elle a fini par comprendre que je n'avais pas eu le choix de partir. Elle a réalisé que j'avais besoin de cette pause pour mon propre bien-être, puisque j'avais été contrainte de m'occuper d'elle dès mon plus jeune âge. Je ne sais pas si c'est à cause de mon expérience ou autre chose, mais j'ai décidé assez tôt dans ma vie que je ne voulais jamais d'enfant, et cette décision n'a jamais changé. Toute mon enfance et mon adolescence avaient été consacrées à prendre soin d'un adulte, et je sentais que je n'avais ni la capacité mentale ni émotionnelle de m'occuper de quelqu'un d'autre à l'avenir. J'ai toujours été honnête sur cette décision avec chaque homme que j'ai rencontré. Pendant longtemps, j'ai choisi de rester célibataire plutôt que de fréquenter des hommes qui, malgré le fait qu'ils connaissaient ma décision de ne pas avoir d'enfant, s'attendaient tout de même à ce que je change d'avis un jour. Quand je ne le faisais pas, ils se mettaient en colère, disant que les femmes étaient censées avoir des enfants et qu'il était étrange de ma part de leur refuser cela. Leurs réactions n'ont fait que renforcer ma décision de rester célibataire. J'ai refusé de céder à la pression pour une vie que je ne voulais pas, et j'étais déterminé à trouver quelqu'un qui m'accepterait tel que j'étais, sans l'attente de maternité. C'est pourquoi, quand j'ai enfin rencontré mon mari, que j'appellerai James, qui ne voulait pas d'enfant non plus et préférait voyager à travers le monde, j'ai senti qu'il était parfait pour moi. Dès le moment où nous avons commencé à parler, j'ai su qu'il était différent.
Il m'a dit qu'il avait fait une vasectomie il y a longtemps, car il était certain de ne jamais vouloir être père. C'était un immense soulagement de trouver quelqu'un qui était sur la même longueur d'onde que moi. Au-delà de notre décision commune de rester sans enfant, James était gentil, attentionné et intelligent. Avec James, j'ai visité plus de 20 pays différents. Nos voyages nous ont menés de Tokyo aux plages de Grèce, et chaque voyage a été une expérience incroyable. Maintenant, ne vous méprenez pas, nous ne sommes pas riches, et nous ne venons pas de familles aisées non plus. Cependant, puisque nous n'avons pas d'enfants et que nous avons tous deux des emplois relativement corrects, nous avons pu garder nos priorités claires. Nous privilégions les expériences plutôt que les possessions matérielles et vivons de façon frugale quand il le faut pour économiser en vue de notre prochain voyage. Tout est parfait avec James, mais je ne peux pas en dire autant de sa famille. Dès le début, James m'a prévenu que sa mère et sa sœur étaient très difficiles à gérer. Il m'a raconté plusieurs histoires sur la façon dont ces deux femmes avaient jugé toutes les filles qu'il avait fréquentées, sans jamais vraiment en approuver aucune. Au fil des années, sa famille n'a cessé d'être critique et d'avoir une opinion sur son mode de vie. James aime être un esprit libre, mais sa famille a toujours voulu qu'il se range et trouve un emploi traditionnel. Ce choc de valeurs a été une source majeure de tension entre eux. La situation a pris une tournure dramatique lorsque James a décidé de subir une vasectomie. Sa mère, Vivian, a été furieuse quand elle l'a découvert. Elle était tellement en colère qu'elle a débarqué sur son lieu de travail et s'est mise à lui hurler dessus devant tout le monde, exprimant sa honte et sa déception qu'il ne veuille pas devenir père. Elle lui a dit qu'elle se sentait humiliée d'avoir donné naissance à un fils comme lui. Cet incident a été un tournant pour James, il a compris qu'il devait prendre ses distances avec sa famille. Depuis, il a réduit le contact avec eux autant que possible. Même s'il aime toujours sa famille, il garde ses distances pour son propre bien-être. La décision de James de limiter les contacts lui a permis de vivre plus librement, mais cela a aussi créé des tensions dès qu'il s'agit de sujets familiaux. Sa mère s'est excusée plusieurs fois après l'incident de la vasectomie, et finalement, James a accepté que je la rencontre. J'étais plutôt bien préparé à cette rencontre, ayant grandi avec des parents difficiles moi-même. La mère de James, Vivian, était exactement comme je l'avais imaginé, de mauvaise humeur et très intrusive. Lors de notre première rencontre, elle a immédiatement eu des choses à dire sur mes cheveux roux et le tatouage sur mon avant-bras. Elle n'a pas retenu ses jugements, laissant clairement entendre qu'elle n'était pas impressionnée. Quand elle m'a demandé des nouvelles de mes parents, je lui ai parlé du handicap de ma mère. Vivian a alors fait un commentaire choquant, demandant si c'était pour cette raison que je voulais épouser James, afin qu'il m'aide à m'occuper de ma mère. J'étais stupéfaite, d'autant plus que James n'avait même pas encore rencontré ma mère à ce moment-là. Et puis, pourquoi aurais-je besoin d'épouser un homme pour m'occuper de ma mère? Ces paroles ridicules m'ont fait éclater de rire. Vivian n'a pas du tout apprécié et a dit qu'elle trouvait mon rire très insultant. Je m'en fichais et j'ai continué à manger sans m'excuser. Au fil des années, notre relation ne s'est jamais améliorée, mais cela ne m'a jamais inquiété. Je la laisse faire ses affaires et moi je fais les miennes. Ses opinions et ses jugements ne m'affectent pas, et je garde avec elle une relation polie mais distante. Cependant, la véritable méchante dans ma vie n'est pas ma belle-mère, car je peux très bien gérer avec elle, c'est ma belle-sœur. Elle a toujours détesté le fait que je ne veuille pas d'enfant, tout comme James. Elle avait toujours espéré que son frère rencontre une femme qui finirait par lui faire changer d'avis et le forcerait à devenir père. À la place, James m'a rencontré, moi, quelqu'un qui partage son choix de ne pas avoir d'enfant, et cela l'a mise hors d'elle. Quand elle a découvert que nous ne voulions pas d'enfant, elle m'a demandé quel était le but de ma vie. J'ai répondu que mon but était de vivre ma vie comme tout le monde, en faisant les choses que j'avais envie de faire. Mais elle a répliqué en questionnant le but de Dieu de m'avoir donné un utérus, comme si le seul rôle d'une femme était de devenir une machine à enfanter. Je lui ai répondu que ce n'est pas parce que quelqu'un a un utérus qu'il doit forcément s'en servir, et que les personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants ne devraient pas être forcées d'en avoir ni d'en élever. Rien ne ferait plus de mal à un enfant que d'avoir des parents qui ne savent pas s'occuper de lui. Malgré mes explications, ma belle-sœur a seulement secoué la tête et n'a cessé de me dire que James et moi allions regretter notre décision quand nous serions vieux et qu'il n'y aurait personne pour s'occuper de nous. Je lui ai dit que je ne voulais pas d'enfant uniquement pour m'assurer que quelqu'un s'occuperait de moi, puisqu'il n'y a aucune garantie que ce soit le cas. J'ai également mentionné que je me sentirais beaucoup plus à l'aise dans une maison de retraite avec des infirmières et du personnel qualifié pour s'occuper de moi si jamais une telle situation se présentait. Ma belle-sœur, comme vous pouvez l'imaginer, n'a jamais pris la peine de m'écouter. Au fil des années, elle a tout fait pour nous forcer à changer d'avis. Tout a commencé lorsqu'elle a eu des enfants et qu'elle a commencé à nous appeler un week-end sur 2 pour que nous les gardions. Maintenant, James et moi aimons nos neveux et nièces, mais passer 3 ou 4 heures avec eux ne va pas changer notre opinion sur le fait de ne pas vouloir d'enfants. Je pense que presque tout le monde aime les enfants, mais c'est plus facile quand on joue avec eux un moment puis qu'on repart en laissant quelqu'un d'autre s'occuper de leur éducation. Il est clair qu'ils peuvent apporter de la joie, mais aussi beaucoup de responsabilités. Et si l'on n'est pas sûr à 100% de vouloir assumer cela, il vaut mieux ne pas en avoir. En tout cas, c'est ma philosophie. En ce moment, James et moi travaillons dur pour développer notre agence de marketing. Même si elle vient juste de démarrer,
nous avons déjà décroché des clients importants. Cette période est cruciale pour nous, et nous savons que nous devons travailler très dur pour les garder à long terme. À ce stade, nous comptons aussi énormément sur le bouche à oreille de ces clients pour répandre la réputation que nous sommes une bonne agence pour leur marque. À cause de cela, James et moi avons été très occupés par le travail et nous n'avons même pas voyagé. Ma belle-sœur en est très consciente. Pourtant, sans même demander, elle dépose simplement ses enfants chez nous sans prévenir. Elle donne comme excuse qu'elle a besoin d'une pause ou qu'elle doit faire des courses, mais ensuite elle disparaît pendant des heures. Vous pouvez voir que ma belle-sœur partage une partie de ma philosophie, mais pas la partie qui concerne la responsabilité. Chaque fois que cela arrive, James essaie de s'occuper des enfants pendant environ 1 heure avant de vite s'énerver. Ensuite, il finit par allumer la télé pour eux et les laisse regarder ce qu'ils veulent. Comme ce sont des enfants, ils se lassent vite et veulent de l'attention, alors ils se mettent à pleurer ou à se chamailler, ce qui m'oblige à interrompre mon travail pour jouer avec eux. Je sais que ce ne sont que des enfants, mais à cause de tout ça, j'ai commencé à les ressentir comme un fardeau, et je sais avec certitude que James aussi. Cette situation est frustrante parce que nous essayons de construire quelque chose d'important, et chaque interruption nous donne l'impression de reculer dans notre avenir. Malgré mes efforts pour maintenir une bonne relation avec ma belle-sœur, son mépris constant pour notre temps et nos engagements professionnels créent de fortes tensions. Nous avons eu plusieurs discussions avec elle, mais elle s'en fiche complètement, disant que ses enfants sont pratiquement nos proches de sang et que nous devrions apprendre à vivre avec eux. C'est pourquoi, depuis 2 mois, James et moi nous réfugions dans des cafés pour travailler, juste pour éviter les visites surprises de sa sœur avec les enfants. Chaque fois qu'elle se présentait chez nous, nous lui disions que nous étions sortis voir un client ou que nous avions une réunion importante ce jour-là. De cette façon, nous savions qu'elle ne pouvait pas nous laisser les enfants. Bien sûr, ma belle-sœur se met en rage quand elle voit que nous ne sommes pas à la maison et exige que nous revenions. Mais James lui répond qu'elle doit s'occuper de ses propres enfants au lieu de toujours nous les confier. Ensuite, ma belle-mère appelle James pour le gronder de ne pas aider suffisamment sa sœur et de ne pas comprendre combien il est difficile d'être mère de 3 enfants. Pour ma part, j'ai encouragé James à lui dire que si elle était tellement inquiète pour sa fille, alors elle devrait commencer à garder les enfants elle-même. Cela met ma belle-mère encore plus en colère, qui trouve ensuite des excuses en disant qu'elle est trop vieille et qu'elle en a déjà fait assez. Elle finit par insister sur le fait que nous sommes jeunes et que nous devrions être proches des enfants. Même si nous avons respecté son point de vue, nous n'avons pas pu compromettre nos priorités. Les cafés nous offraient un refuge où nous pouvions nous concentrer sur les réunions avec nos clients, les séances de stratégie et le travail créatif, loin des interruptions imprévues causées par les visites inopinées de ma belle-sœur. Cette stratégie a bien fonctionné pour nous pendant un certain temps, et même si elle ne réglait pas les problèmes familiaux, elle nous donnait l'espace nécessaire pour prioriser notre travail et préserver notre santé mentale. Mais récemment, ma mère a succombé à sa maladie. Quand mon père m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle, j'ai été anéanti et complètement dévasté. Malgré la distance qui s'était installée entre mes parents et moi au fil des années, j'aimais profondément ma mère, et réaliser qu'elle n'était plus là était incroyablement douloureux. James et moi avons immédiatement réservé une voiture pour rentrer chez mes parents, un trajet qui dure normalement 3 à 4 heures selon la circulation. Cependant, alors que nous étions déjà en route, ma belle-sœur a appelé James. Elle lui a dit qu'elle était épuisée et avait besoin d'une pause mentale, lui demandant de garder ses enfants. James lui a expliqué le décès de ma mère et lui a dit qu'il ne pouvait pas l'aider à ce moment-là. Il lui a assuré qu'après notre retour des funérailles, nous serions disponibles pour garder les enfants afin qu'elle puisse prendre sa pause. Mais la réponse de ma belle-sœur nous a tous les deux surpris. Elle a eu l'audace de suggérer que nous emmenions ses enfants avec nous aux funérailles. Elle pensait que ce serait une bonne idée pour eux de profiter d'un long voyage et de passer quelques jours avec nous. J'entendais chaque mot puisqu'elle était en haut-parleur dans la voiture. Bon sang, c'était l'enterrement de ma mère, pas une sortie joyeuse à Disneyland. Ces enfants n'avaient même jamais rencontré ma mère, et l'idée de les amener à un événement où tout le monde pleurerait était totalement inappropriée et irrespectueuse envers tout le monde, y compris moi. Ma belle-sœur n'a même pas pris la peine de demander à James comment j'allais, mais elle voulait simplement que nous prenions ses enfants. James l'a refusé de nouveau et lui a dit qu'il conduisait, donc il devrait la rappeler plus tard. Pendant les funérailles de ma mère, je n'ai reçu que quelques SMS de ma belle-mère et de ma belle-sœur exprimant leurs condoléances. Elles ne m'ont pas appelé, mais cela ne m'a pas trop dérangé sur le moment, car toute mon attention était tournée vers l'hommage à ma mère et le soutien à ma famille. Le jour de l'inhumation, James a commencé à recevoir de nombreux appels manqués de sa mère, qu'il a choisi de ne pas répondre. Comme j'avais laissé mon téléphone à la maison, je ne pouvais pas savoir si elles avaient aussi essayé de me contacter. En rentrant après les funérailles cet après-midi-là, j'ai été surprise de trouver plusieurs messages vocaux de ma belle-sœur et de ma belle-mère. Au début, je pensais qu'elles cherchaient à exprimer leur sympathie pour la perte de ma mère, mais à ma grande surprise, plusieurs messages exigeaient que James et moi revenions immédiatement pour garder les enfants. Elles expliquaient qu'elles voulaient aller faire du shopping, ce qui m'a choqué et blessé en réécoutant encore et encore leurs messages insistant pour que nous rentrions. James a aussi écouté les messages et a immédiatement appelé sa sœur pour la confronter, mais il n'a pas réussi à la joindre.
Nous avons trouvé incroyablement insensible qu'elles se préoccupent davantage de leur propre projet que de comprendre ce qui se passait, c'était l'enterrement de ma mère, bon sang. Cependant, lorsque James a finalement réussi à parler à sa sœur à notre retour, elle nous a informé qu'elle était déjà sortie avec sa mère et qu'elles avaient laissé les enfants chez elle. Elle a insisté sur le fait que nous devions aller immédiatement chez elle, car cela faisait déjà 30 minutes qu'elles étaient parties après avoir envoyé le dernier message vocal. James, incrédule, lui a demandé si elle avait complètement perdu la tête, car nous venions tout juste d'enterrer ma mère et il n'était pas question que nous allions chez elle à ce moment-là. En entendant cela en arrière-plan, la mère de James s'est mise à crier, l'accusant de ne penser qu'à sa femme et de n'avoir aucun problème à m'accompagner aux funérailles de ma mère. Elle a dit qu'il devait aussi donner la priorité à sa famille et qu'il ne devait avoir aucun problème à aller immédiatement s'occuper de ses nièces et neveux. James a souligné qu'il ne pouvait pas nous forcer à tout abandonner pour les enfants, surtout alors que nous étions encore en deuil. Cependant, ma belle-sœur s'est défendue en affirmant qu'elle avait laissé la télévision allumée et suffisamment de nourriture pour les enfants, donc nous n'aurions pas grand-chose à faire. Mais elle a insisté sur le fait que nous devions aller chez elle le plus vite possible, car les enfants auraient bientôt faim. Résultat, mon mari et moi avons décidé de conduire jusqu'à chez elle, même si nous étions épuisés par le trajet du retour. Nous avons appelé ma belle-sœur plusieurs fois en route, mais elle a laissé nos appels aller directement sur sa messagerie vocale à chaque fois. Nous avons continué à attendre et espérer qu'elle plaisantait et qu'elle n'avait pas réellement abandonné ses enfants. Quand nous sommes enfin arrivés chez elle, nos pires craintes se sont tragiquement confirmées. Nous avons trouvé ces 3 enfants dans le salon, en détresse, affamés, en pleurs, et visiblement bouleversés. Il était clair qu'ils avaient été laissés seuls beaucoup trop longtemps, et ils semblaient très soulagés de nous voir. Nous nous sommes immédiatement précipités pour les réconforter. Nous étions furieux. Comment ma belle-sœur avait-elle pu être aussi irresponsable? Mais, à notre plus grand effroi, nous avons découvert que la nièce de James était en détresse car elle avait la moitié d'un crayon coincé dans le nez. Apparemment, elle avait joué avec des crayons et avait maintenant du mal à respirer correctement. Nous n'avions aucune idée de combien de temps elle avait eu ce crayon dans le nez, alors nous avons immédiatement appelé le 911. Nous avons aussi dû expliquer que ma belle-sœur avait abandonné ses enfants, raison pour laquelle elle n'était pas là. Nous ne voulions pas qu'ils pensent que tout cela était de notre faute. L'ambulance et la police sont arrivés rapidement, et nous avons raconté les événements. Nous avons expliqué que nous étions aux funérailles de ma mère et que nous avions dû rentrer après que ma belle-sœur avait déjà laissé ses enfants seuls. Finalement, les services de protection de l'enfance ont été informés, et nous savions que c'était une affaire sérieuse. Plus tard, quand ma belle-sœur et la mère de James sont arrivées, apparemment inconscientes de la gravité de la situation et portant plusieurs sacs de shopping, elles ont été choquées de voir la police et les services de protection de l'enfance parler avec nous. Ma belle-sœur a explosé de colère, nous accusant de l'avoir trahi et de vouloir lui retirer la garde de ses enfants. Elle a tenté d'expliquer qu'elle les avait laissés en sécurité chez elle et qu'elle savait que mon mari et moi rentrerions immédiatement, donc que ses enfants n'avaient jamais vraiment été en danger. Heureusement, les services de protection de l'enfance et la police n'ont pas été d'accord avec elle. Après ces événements, ma belle-sœur a été arrêtée pour abandon, et les enfants ont été placés temporairement sous notre garde, puisque leur père vit dans un autre pays et qu'il lui faudra du temps pour rentrer. La mère de James est furieuse contre nous pour avoir impliqué les autorités et a menacé d'intenter une action en justice contre nous. Selon elle, nous avons harcelé mentalement et mis en danger sa fille en la faisant arrêter sans raison, ce qui pourrait entraîner la perte définitive de ses droits parentaux. Elle a aussi dit que, parce que nous ne voulons pas d'enfants, nous attendons des autres qu'ils n'en aient pas non plus, ce qui serait la véritable raison de toute cette histoire. Ce qui est ridicule pour nous, car nous n'avons jamais suggéré une chose pareille. Et si nous n'avions vraiment pas voulu qu'elle ait d'enfants, nous n'aurions pas gardé les siens à tant de reprises. Nous avons besoin de conseils de la communauté Reddit, de la part de personnes qui ont traversé des situations similaires avec leur famille. Mise à jour 1. Bon, plutôt que de me répéter dans les commentaires, je vais clarifier certaines choses ici. Le père de James est décédé quand il était très jeune. C'est pourquoi sa mère et sa sœur ont toujours été très présentes dans sa vie, car elles estiment qu'elles l'ont pratiquement élevé ensemble. Évidemment, ce n'est pas vrai, car selon James, sa mère et sa sœur l'abandonnaient quand il était enfant pour vaquer à leurs occupations, et il a donc appris à se débrouiller seul. C'est aussi la principale raison pour laquelle il n'a jamais voulu avoir d'enfant, après avoir vu à quel point sa mère avait été une mère déplorable aussi bien pour lui que pour sa sœur. Mon mari leur tient tête en permanence, mais elle refuse tout simplement d'accepter un non comme réponse. Ma belle-sœur et son ex-mari sont divorcés. Son ex vit actuellement à l'étranger pour son travail, mais il va revenir bientôt pour assumer la responsabilité de ses enfants. Il paie une pension alimentaire chaque mois, ainsi qu'une pension compensatoire importante versée lors du divorce, ce qui permet à ma belle-sœur de financer son train de vie sans avoir d'emploi. Comme les tribunaux accordent généralement la garde principale aux mères, les enfants ont toujours vécu avec ma belle-sœur. En conséquence, leur père vient les voir tous les 2 mois. Je ne pense pas qu'il savait que son ex-femme abandonnait régulièrement leurs enfants chez nous, puisque nous n'avons jamais parlé avec lui. Mais nous prévoyons de le faire lorsqu'il reviendra, pour le mettre au courant de tout ce qui se passe. Pour l'instant,
les enfants vont bien avec nous. Ils ne semblent pas traumatisés, et nous faisons de notre mieux pour nous occuper d'eux. Malheureusement, James et moi ne croyons pas que nous pourrions les prendre en charge de façon permanente à l'avenir. Nous ne sommes pas équipés pour assumer une telle responsabilité, et nous sommes soulagés que leur père arrive bientôt. Oui, ma belle-mère menace toujours de nous traîner en justice. Cependant, après avoir lu tous vos commentaires, je me sens beaucoup mieux, car je sais qu'elle n'a absolument aucun fondement juridique pour le faire. Comme d'habitude, elle essaie probablement juste de nous intimider et refuse d'assumer son rôle dans l'abandon des enfants ce jour-là. Car je suis convaincu qu'elle a aussi une part de responsabilité dans l'abandon de ses petits-enfants, il est impossible qu'elle soit allée faire du shopping avec sa fille, ou quoi que ce soit d'autre, sans se demander où étaient les enfants ni avec qui ils étaient laissés. Mise à jour 2. Eh bien, ma belle-sœur a été libérée sous caution grâce à son avocat. Cependant, cette arrestation va sérieusement peser dans sa future bataille pour la garde de ses enfants contre son ex-mari. Son ex est venu voir James et moi. Il nous a remerciés pour tout et nous a dit qu'il n'avait aucune idée de la manière dont sa belle-sœur traitait leurs enfants. Il nous a assuré qu'il les prendrait avec lui quoi qu'il arrive, pour éviter qu'ils ne souffrent davantage. Son ex semble assez aisé, donc je suis sûr qu'il pourra engager des nounous pour s'occuper des enfants chez lui, ce qui est bien mieux que ce que faisait ma belle-sœur. La seule chose que ma belle-sœur n'aimera pas dans cet arrangement, c'est de perdre la pension alimentaire dont elle dépend pour maintenir son train de vie. Jusqu'à présent, elle n'a jamais agi comme une mère, mais comme une femme entretenue par un homme. La seule différence, c'est que dans ce cas, elle ne donnait rien en échange de cet argent, si ce n'est des enfants pour garantir ce contrat. Et cela me dégoûte. J'ai des amis qui ont leurs propres enfants et j'admire qu'elles aient pu réaliser leur rêve de devenir mère, mais ma belle-sœur ne mérite même pas ce titre. Nous avons bloqué ma belle-mère après lui avoir envoyé un long message dans lequel nous avons exprimé fermement que nous ne voulions plus rien avoir à faire avec elle et qu'elle partageait 100% de la responsabilité, aux côtés de ma belle-sœur, de l'abandon des enfants ce jour-là. Nous lui avons aussi indiqué que nous en avions assez de son comportement narcissique et que si elle osait s'approcher de nous à nouveau, nous n'hésiterions pas à demander une ordonnance restrictive contre elle. Nous espérons que cela la dissuadera de nous contacter pour de bon. Mise à jour 3. Je sais que cela fait plusieurs mois depuis ma dernière mise à jour, mais je voulais venir ici donner des nouvelles au sujet de ma belle-sœur. Il s'avère qu'elle a perdu la garde, et le juge a accordé à juste titre la garde exclusive au père. La négligence et l'abandon des enfants par ma belle-sœur ont été des facteurs déterminants dans la décision du tribunal. Pendant la bataille pour la garde, plusieurs témoins, dont nous, ont témoigné sur les conditions dans lesquelles nous avions trouvé les enfants et sur le comportement irresponsable de ma belle-sœur. Apparemment, elle avait aussi fait la même chose avec ses amis, laissant ses enfants chez elle. Elle les avait même une fois laissés sur le pas de la porte d'une amie alors que celle-ci n'était même pas encore rentrée du travail. J'ai aussi témoigné sur les multiples fois où ma belle-sœur avait laissé ses enfants chez nous et nous avait pratiquement forcés à nous en occuper. Au final, le juge a estimé qu'il était dans l'intérêt supérieur des enfants d'être sous la garde de leur père, étant donné sa situation stable et son engagement à leur offrir un meilleur environnement. Le jour du jugement, ma belle-sœur a dit à James et à moi que nous n'avions aucun droit d'impliquer les autorités, et que tout ce que nous avions à faire était de fermer notre bouche et d'emmener ses enfants à l'hôpital si jamais l'un d'eux avait besoin de soins médicaux. Elle m'a traité de plusieurs insultes et m'a accusé d'être jalouse d'elle. James lui a répondu que c'était probablement la dernière fois que nous serions dans la même pièce, et il a menacé de prendre des mesures légales contre elle, tout comme nous avions donné le même avertissement à ma belle-mère. Heureusement, au cours des derniers mois, les enfants se sont bien adaptés à leur nouvelle vie avec leur père. Ils sont enfin entourés de l'amour et du soutien qu'ils méritent. Nous faisons des appels vidéo avec eux chaque week-end, et James et moi sommes beaucoup plus soulagés de savoir qu'ils sont désormais correctement pris en charge. Quant à mon père, pour tous ceux qui demandaient, il va bien. Depuis le décès de ma mère, j'ai recommencé à le voir plus souvent. C'est toujours une relation compliquée, mais il commence à reconnaître ses erreurs. Mise à jour 4. Je n'arrive pas à croire que j'écrive cette mise à jour, surtout aussi longtemps après ma dernière venue sur Reddit. Cela fait 18 mois que j'ai écrit pour la dernière fois. Je n'avais ce compte que pour raconter cette histoire, donc je ne m'étais pas reconnecté depuis. Mais quand j'ai appris cette nouvelle, j'ai eu besoin d'en parler à quelqu'un, et qui de mieux que cette communauté qui m'a tant aidé. Et la nouvelle, c'est que ma belle-sœur va être de nouveau mère, entre guillemets. Oui, vous avez bien lu. Elle a trouvé un autre pauvre homme pour être avec elle, et il l'a même mise enceinte. J'imagine qu'il doit y avoir quelque chose de magique dans ses charmes pour convaincre un homme de rester avec elle. Je ne veux pas paraître méchante, mais ma belle-sœur, on peut dire que ce n'est pas une personne facile à gérer. Et je suis très gentil en disant ça, car en réalité, c'est un véritable enfer de composer avec elle. Et non, James et moi ne nous occuperons pas de ce bébé. Nous n'avons eu aucun contact ni avec elle ni avec ma belle-mère depuis tout ce temps. Peut-être que c'est moins intéressant, mais notre agence se porte beaucoup mieux aujourd'hui. Notre quotidien est plus stable, et nous avons recommencé à voyager. Je me souviens encore de nos débuts où nous travaillions des heures interminables, mais tout cela en valait la peine.